Voilà, on se retrouve dans un chapitre de mécanique. Donc on change de domaine là sur ce programme de seconde et ce chapitre là, c'est sur le mouvement et la vitesse. Alors on va voir une vidéo là concernant des parachutistes. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la vidéo? On a l'impression que le deuxième parachutiste il est en train de remonter, alors que là il était au niveau du caméraman. Et donc ça donne l'impression qu'il monte. En fait, non, pas en fait, quand on ouvre le parachute, c'est juste qu'on ralentit. Sauf que le caméraman, lui, il a continué à descendre à grande vitesse, à peu près à 200 km/h. Et celui qui a ouvert son parachute, il est passé de 200 à peut-être à 30 km/h. Donc il a ralenti, mais il a continué de descendre. Mais il y a une fausse impression d'avancer. C'est comme des fois les trains aussi. Il y a deux trains à côté de l'autre ou deux trams. Il y a l'autre qui avance et on croit qu'il recule en fait. On croit que c'est nous qui reculons parce que on n'a pas toujours la sensation du déplacement. On voit un mouvement, mais qui est en fait inversé en fait. Alors voilà, donc par contre, donc ce chapitre va être assez simple. C'est juste qu'il va falloir donc établir quelques définitions. Donc premièrement, c'est le système avec sa définition. Donc qu'est-ce que c'est que le système? C'est tout simplement les objets ou un ensemble d'objets qu'on étudie. On peut suivre le mouvement d'une voiture, d'une planète, d'un ballon. Voilà, le système, c'est simplement l'objet étudié. Ensuite, on a besoin d'un point particulier qui s'appelle le centre de gravité. Donc en fait, ou centre d'inertie, ça dépend. En fait, un système peut tourner sur lui-même, mais son mouvement est simple. C'est-à-dire comme ici, c'est le marteau qui va être lancé, qui est lancé un peu en toupie. Donc le mouvement, il est un peu en toupie si on suit le point extrême. Par contre, si on suit le point du centre de gravité, là, en fait, on aura un mouvement qui sera beaucoup plus simple, juste la parabole. Donc ce sera le mouvement d'ensemble, mais l'objet, dans son mouvement d'ensemble d'une parabole qui est simple, il peut faire un peu toupie. Donc le point le plus simple est le centre de gravité. On va voir ça en animation. Voilà, on lance le marteau. Donc, un mouvement de parabole. Alors, si je prends le point qui est ici, maintenant je vais le suivre en courbe et en stroboscopie. Alors, stroboscopie, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs photos qui sont superposées. Et donc, comme l'objet il bouge, elles sont décalées. Et par contre, je peux suivre le mouvement complet du point extrême. Ce mouvement complet, bon, on voit que c'est une espèce de tourbillon là. Par contre, si je me mets, donc si je prends n'importe quel point, il va toujours donner ce mouvement un peu de tourbillon, plus ou moins exagéré. Par contre, si je me mets au centre de gravité qui est ici, on va voir que c'est là on va avoir la trajectoire la plus simple. On va avoir juste une parabole et en fait tout le reste du marteau tourne autour de cette parabole. Donc le point le plus simple est le centre de gravité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier quasiment tout le temps les objets depuis leur centre de gravité. On va suivre leur centre de gravité pour avoir le mouvement le plus simple. Ensuite, on a besoin de référentiel. Alors référentiel, c'est quoi? Voilà la définition en 1. Référentiel, c'est un objet depuis lequel on observe. Donc vous avez l'habitude d'observer le monde depuis vous-même, donc le référentiel, c'est vous. Vous regardez tout depuis vous. Par contre, si vous filmez quelque chose, vous mettez une caméra qui est éloignée, qui est pas sur vous, que vous ne tenez pas, ben, vous voyez le monde d'un autre angle de vue en fait. Et donc du coup, la caméra, c'est un autre référentiel. Et donc pour avoir un référentiel, il faut donc un objet qui va donner le lieu, donc l'origine. Ensuite, il faut avoir des axes, enfin, ici 3 axes, généralement X, Y, Z. Et il faut avoir une horloge qui va nous permettre de timer et donc de donner des temps, des tempos pour suivre un objet. Et généralement, ce temps, ce sera donné en secondes. Alors, on va avoir plusieurs exemples. On va avoir ce qu'on appelle le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, c'est un référentiel qui est bloqué sur la surface de la Terre. C'est comme vous, quand vous êtes assis, vous êtes un référentiel terrestre puisque vous êtes fixe par rapport à la surface de la Terre. La Terre, peut-être qu'elle tourne, vous tournez avec, mais par rapport à la surface de la Terre, vous êtes fixe. Donc ça, c'est le référentiel terrestre. Ensuite, on a un référentiel géocentrique. Ça veut dire géo, ça veut dire Terre, et centrique, au centre de la Terre. Donc on imagine qu'on est au centre de la Terre, ici, et on ne tourne pas avec la Terre qui fait la toupie avec l'alternance jour-nuit, on ne tourne pas, donc on verrait la Terre tourner en fait si on est au centre, et on pourrait voir donc l'espace, mais surtout c'est très pratique pour étudier les mouvements des satellites.
C'est-à-dire on ne tient pas compte du tout de la rotation de la Terre sur elle-même euh, autour de ces axes. Et donc, la Terre, qu'elle tourne et qu'on ne tourne pas, ça ne change rien. On se met au centre et on voit tout ce qui se passe autour. Ensuite, vous avez le référentiel héliocentrique. Cette fois-ci, on va se mettre au centre du Soleil. C'est très pratique. Donc, hélio qui veut dire Soleil et centrique donc pour le centre. Donc, c'est comme si on se mettait vraiment à l'intérieur du Soleil. On s'en fiche si le Soleil tourne sur lui-même ou pas. En tout cas, l'intérêt, ça va être de pouvoir d'observer le mouvement des planètes qui tournent autour du Soleil. En fait. Donc, c'est les trois principaux référentiels que vous devrez connaître. Ensuite, par rapport à ces référentiels, ça va vous permettre de voir, d'expliquer la relativité du mouvement. C'est-à-dire, en changeant de référentiel, on ne voit pas la même chose. On dit que le mouvement est relatif. Donc, ça dépend d'où on regarde, en fait. Et là, on va voir une animation. On a le cycliste qui va être vu avec une caméra qui est sur la roue, une autre caméra qui est sur l'axe, le guidon plutôt, et une autre caméra qui est au sol. Donc, cette caméra qui est au sol, elle est fixe par rapport au sol. Donc, ça, c'est un référentiel terrestre. Donc on va voir une fois le mouvement du cycliste. Voilà, il se déplace tout simplement en ligne droite, il va passer devant l'arbre, ici. Je reviens au début, et maintenant on va allumer toutes les caméras. Alors les trois caméras sont allumées, donc la caméra numéro 1 qui est sur la roue, donc sur un axe de la roue. Ensuite celle-là qui est sur le cadre du vélo, et celle-là qui est au sol. Et quand on lance le même mouvement, c'est-à-dire le cycliste qui va avancer, par contre, on ne voit pas du tout la même chose sur les trois caméras. Donc ça montre bien qu'en fait, donc on a une vue qui est différente selon le référentiel, selon le lieu d'observation. Donc si je reprends, ici, on voit que le monde tourne, on voit l'arbre qui fait la toupie. On a vu sur le deuxième, on voit l'arbre qui bouge, alors qu'ici, l'arbre ne bouge pas. Donc on a trois choses complètement différentes selon le lieu d'observation. Donc retenez bien ce mot-là, le mouvement est relatif, ça veut dire qu'il est en relation avec le lieu d'observation, donc ça dépend d'où on regarde, depuis quoi on regarde. Donc il faudra toujours dire, quand on décrit un mouvement, depuis où on le regarde. Par exemple, on va faire un exercice ici, donc pour bien voir la relativité du mouvement. Donc vous avez trois personnes, une personne assise, une personne qui marche dans le bus, et une personne qui est debout à l'extérieur du bus. Le bus avance comme ceci. Donc on est à la route, donc on a en fait cinq systèmes, les trois personnes ABC, ensuite la route et un autre système qui est le bus. Et donc si on étudie le mouvement de chacun par rapport à un autre, on va avoir différentes choses. Donc dans l'exercice, vous devrez dire si oui ou non un objet est en mouvement par rapport à un autre. Donc là, est-ce que le A est en mouvement par rapport à A? Ben non, c'est lui-même, donc c'est non. Est-ce que A est en mouvement par rapport à B? Oui, parce que B, il va s'écarter puisqu'il part par là-bas. Donc effectivement, A est en mouvement par rapport à B. Ou alors si on se met à la place de B, en fait, donc en regardant derrière, le personnage A, en fait, il s'éloigne aussi. Il est de plus en plus loin. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Vous faites une petite pause et je vous donne la correction. Voilà, j'espère que vous avez fait l'exercice de manière sérieuse et donc vous avez les réponses ici. Alors maintenant, grâce à un référentiel, on va pouvoir déterminer la position d'un objet, c'est-à-dire ses coordonnées d'un point. Donc, comme on a un référentiel, donc comme en maths, en fait, on a un référentiel centre O, vecteur unitaire I pour les abscisses, vecteur unitaire J pour les ordonnées. On pourra avoir un troisième vecteur K pour avoir les trois dimensions, en fait, pour être totalement dans l'espace. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un point qui est placé ici, voilà, ben, vous pouvez tracer un vecteur OM ici. Et donc, ce point M aura les coordonnées X, Y, ici. Et donc, ce qui fait que le vecteur OM aura les coordonnées. Donc, je vous rappelle qu'on fait la différence des abscisses, différences d'ordonnées. Donc, c'est-à-dire l'ordonnée de X ici, moins 0, puisque l'abscisse de l'origine O, c'est 0. Et pour les ordonnées, pardon, donc ça donnera Y, moins 0 également. Donc, on voit que le vecteur OM aura exactement les mêmes coordonnées que le point M. Alors évidemment, si on avait un troisième axe ici avec un vecteur unitaire k, par exemple, on aurait coordonnée z, moins 0, donc ça donnerait troisième coordonnée z.
Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la trajectoire. On va voir la définition de notre trajectoire, en fait. Notre trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées et tous les points de passage au cours du temps. C'est-à-dire, c'est comme piste de ski, quand vous faites du ski, on voit par où la personne est passée, donc on a sa trajectoire. Sauf que on ne sait pas forcément quand elle est passée. Donc ça s'appelle la trace. Donc c'est différent de la trajectoire. La trace, on sait où la personne est passée, où le skieur est passé, alors que pour la trajectoire, on sait où elle est passée, voilà, et plus on sait quand elle est passée. Donc il faut avoir la notion d'espace et de temps. Alors les trajectoires, pour en avoir plein, donc avec différentes formes. Donc la trajectoire rectiligne pour une ligne droite, circulaire pour un cercle, comme ici par exemple. On a elliptique lorsqu'on a une ellipse, parabolique lorsque c'est une parabole qui est tracée, donc c'est-à-dire cette forme-là par exemple, ou alors souvent une forme comme ça. Une ellipse, donc je rappelle, c'est en fait un rond qui est un peu aplati, ou curviligne, là c'est une courbe qui est quelconque. Donc le mot curviligne, c'est un peu le mot fourre-tout quand on ne connaît pas exactement la forme de la trajectoire. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, donc une trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées, c'est donc tous les points de passage, donc c'est différent d'une trace. Une trace, on sait où la personne est passée, mais on ne sait pas quand. Alors, on va voir un exemple de trajectoire en fonction du référentiel. On avait dit que le mouvement tout à l'heure dépendait du référentiel, ben, en fait la trajectoire aussi. Si on a un cycliste qui est en ligne droite comme ceci, lorsque on reste, si on suit l'axe de la roue, en fait, chaque point de la roue, la valve par exemple, va faire un cercle. Donc là, on a une trajectoire circulaire. Par contre, si on observe le cycliste qui nous passe devant quand on est debout sur le bord de la route, en fait, la valve, si on la suit, il y a à la fois la roue qui tourne et en même temps l'axe de la roue qui avance. Et la combinaison de ça va nous donner donc ce qu'on appelle une cycloïde. Donc c'est une trajectoire qui est différente. Donc un cercle ici ou une cycloïde ici. Pourquoi? Parce que j'ai changé de lieu d'observation. Ici, j'ai regardé depuis l'axe et ici, j'ai regardé depuis le bord de la route. Alors maintenant, quand on sait qu'on bouge, si on bouge, ça veut dire qu'on a de la vitesse. Donc en fait, un objet qui est en mouvement change de position. Il a réalisé un déplacement d pendant une durée t. Donc vous connaissez, donc c'est le fameux v égale d sur t. Voilà, donc c'est la définition de la vitesse. Sauf que il va falloir maintenant s'habituer en seconde, donc au lycée, à en fait dire que la durée, en fait, elle se note delta t. Pourquoi? Parce qu'on a une date, c'est-à-dire on est passé à ce moment-là à une date t1, voilà, et on est à ce moment-là ici passé à une date t2. Donc en fait, ce qu'on fait, ça veut dire que le mouvement a duré un certain temps, ça correspond à la date de passage ou le moment de passage t2 moins le moment de passage t1. Donc une durée, en fait, c'est une différence de deux dates. C'est pour ça qu'on met un delta. Je sais bien qu'au collège, on vous notez t, mais en fait, maintenant, il faudra indiquer delta t. C'est une différence entre deux moments. Au niveau de la distance, vous laissez d, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, comme l'objet est passé du point M au point M', alors il a pu passer par deux trajectoires différentes, soit la rose, soit la jaune. En tout cas, il est passé par ces deux points. Il y a eu un déplacement. Donc, il y a une distance qui a été parcourue pendant une certaine durée. Alors, relativité de la vitesse en petit 2. Alors, en fait, les vitesses, vous savez qu'elles s'ajoutent. Alors, quand on regarde depuis C, A ou B, le personnage C, A ou B, euh, donc on a depuis pardon. Si on dit regarde depuis le personnage C, les personnes A et B n'ont pas la même vitesse. Et c'est toutes les deux dans le bus, pourtant, mais n'ont pas la même vitesse. Pourquoi? Parce que si le bus, mettons, il est à 50 km à l'heure, la personne dans le bus n'avance pas, elle est à 0 km à l'heure. Par contre, la personne B, qui est à l'intérieur du bus, on va dire qu'elle marche à 10 km à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne A va totalement suivre le bus, elle va être, elle, donc à 50 km par heure, quand elle est regardée depuis le personnage C. Mais le personnage B, le bus avance, et en même temps, lui, il recule un petit peu. Donc, le personnage
B va, en fait, vu par le personnage C, à 40, comme avançant à 40 km à l'heure, 50 moins les 10. Le personnage B va avoir l'impression d'avancer moins vite que le personnage A, puisque le personnage A part vers l'avant, le personnage B part vers l'avant, mais avec un petit mouvement aussi vers l'arrière plus qu'il marche. Donc ça veut dire que la vitesse, elle dépend en fait du référentiel. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours indiquer quand vous donnez une vitesse par rapport à quel référentiel en fait on regarde. Si vous prenez une voiture, quand vous êtes dans une voiture, la voiture avance mettons à 100 km par heure, mais vous, dans la voiture, vous êtes à 0 km par heure par rapport à la voiture. Mais vous avancez quand même à 100 km par heure par rapport à la route. Quelqu'un vous regarde passer un piéton et sur le côté, il vous voit passer à 100 km par heure, alors que vous ne faites rien, vous êtes assis, vous êtes à 0 km à l'heure dans la voiture. Donc il faut bien indiquer par rapport à quoi on donne la vitesse. Bon, mais comme la vitesse, elle peut changer à tout moment, on a en fait donc la vitesse qui change avec le temps, donc il y a une variation de vitesse, c'est ce qu'on va voir dans l'animation. Donc, si on regarde là par rapport au jaune, on voit que on a l'impression que la voiture rouge des fois recule ou avance, ça dépend si elle va moins vite ou plus vite. Par rapport à la voiture rouge, pardon, si on est dans la voiture rouge, des fois la voiture jaune avance ou alors elle recule. Pourquoi elle donne l'impression de reculer? C'est quand la voiture rouge va plus vite. Donc, vous voyez qu'il y a des mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ça dépend depuis où on regarde en fait. Donc, la vitesse, elle peut changer. Donc, on va avoir la vitesse qui peut changer. Donc, elle est soit prise à un instant, soit elle est prise sur une longue durée. Donc, c'est une moyenne. Donc, il faut distinguer la vitesse instantanée de la vitesse moyenne. Par exemple, si on prend le point M1 et le point M5, M1 à le départ, M5 à l'arrivée. Donc, on a parcouru une certaine distance en 1, 2, 3, en 4 durées en fait. 4 durées. 4 intervalles de temps. Donc, il a fait toute cette longueur-là en 4 intervalles de temps, mais on voit que sur certains intervalles de temps, il y a le premier intervalle qui est assez long et le dernier intervalle qui est court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la vitesse a été grande, alors que là, la vitesse a été plus petite. Donc, ça veut dire que sur tout le parcours, la vitesse n'a pas été tout le temps la même. Donc, quand on prend la vitesse sur la longueur complète ici, on donne la vitesse moyenne entre M1 et M5. Mais on ne donne pas la vitesse instantanée ici ou la vitesse instantanée ici, puisqu'on voit qu'elle varie. Donc, regardez bien, si vous êtes sur un temps très très court, on va dire que c'est une vitesse instantanée. C'est comme un compteur de vitesse de vélo. Toutes les secondes, il refait un calcul et il donne la nouvelle vitesse, mais une fois par seconde à peu près. Et donc, par contre, une vitesse moyenne, c'est sur une durée qui est longue, c'est-à-dire pendant une heure, si pendant une heure, vous avez parcouru 30 km à vélo, eh ben, ça veut dire que 30 km, pardon, ça veut dire que vous étiez à la vitesse de 30 km par heure. Voilà, et donc ça vous donne la vitesse moyenne, même si vous n'étiez pas tout le temps à 30 km par heure, en moyenne, entre le début et la fin, vous étiez à 30, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Alors, pour en visualiser donc la vitesse, on utilise ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Alors, quel est l'intérêt? C'est que on va pouvoir, lorsqu'il y a un déplacement dans une position, on va pouvoir indiquer la direction, le sens et une vitesse instantanée. On va dire qu'il y a un objet qui s'est déplacé comme ça. Lorsqu'on trace vecteur vitesse, on va indiquer dans quelle direction il est. Donc la direction, c'est la droite. Et donc la droite, elle va être toujours tangente, en fait, un point de contact. Mais une droite, ça a deux côtés. Donc on a un sens ou un autre. Donc quand on indique la flèche comme ça, le vecteur vitesse, ça veut dire que l'objet, il va par là. Donc c'est très clair, hein, c'est très intuitif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va indiquer une flèche qui va avoir une certaine longueur. Par exemple, ici, on indique une flèche, on va dire, qui fait 4 cm. Alors 4 cm, ça ne veut rien dire si je n'ai pas une notion d'échelle. Donc pour ça, il faut qu'on me dise que 1 cm, ça va indiquer par exemple 10 km par heure. Donc forcément, si j'ai une flèche qui fait 4 cm, ben, ça veut dire, ben, je fais un petit produit incohérent dans ma tête là, ça va être vite fait. Ça veut dire que
cette flèche-là indique que l'objet avance à 40 km/h. Si je vais un peu plus loin et je fais une flèche qui est un peu plus courte, bah, ça veut dire que l'objet, de 2 cm par exemple, l'objet, donc vitesse 2, l'objet va un peu moins vite et il va à une vitesse de 20 km/h. Donc le vecteur vitesse, c'est un moyen très simple de donner des indications sur la vitesse d'un objet. Alors, pour indiquer, voilà, ici au début, vous aviez deux points qui étaient écartés, ça vous donne la vitesse moyenne et vous aviez une direction qui était ce qu'elle est. Et quand on rapproche les deux points sont presque confondus, ben, ça nous donne que cette fois-ci, au lieu d'avoir une droite qui coupe la courbe, et ben, on a une droite qui devient tangente à la courbe. Et c'est sur cette droite tangente, ici, qu'on va pouvoir porter le vecteur vitesse. Et comme l'objet il va à droite, et ben, la flèche, on la fait aller vers la droite et vers le haut, parce qu'au moment où on est là, au point où on est ici, l'objet est en train de monter. Maintenant, pour clôturer ce chapitre, on va parler du mouvement complet. Mouvement complet, qu'est-ce que c'est? Définition, c'est en fait la combinaison de trajectoires et en plus de variations de vitesse. Si vous indiquez que la trajectoire est rectiligne, vous n'avez pas tout dit. Parce qu'on peut aller en ligne droite, mais avec la vitesse qui monte ou qui descend, qui augmente ou qui diminue. Donc, mouvement, il faut indiquer deux choses, la trajectoire et la variation de vitesse. Alors, pour la variation de vitesse, on n'a pas encore parlé, on a seulement trois possibilités. La vitesse, elle diminue, ça veut dire que le mouvement est ralenti. Ou alors, on peut dire décéléré aussi. Quand la vitesse augmente, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Quand la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Là, c'est un mot qui est un peu nouveau. Mouvement uniforme veut dire que ça se fait à vitesse constante. Donc, par contre, vous ne croisez pas les termes, c'est-à-dire que par exemple, vitesse ralentie, c'est-à-dire vous faire une combinaison de vitesse ici et ralenti ici, ça se dit pas. Comme vitesse accélérée, ça se dit pas. Vitesse uniforme, ça se dit pas. La vitesse, comme c'est un nombre, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut diminuer, augmenter ou rester constant. Donc du coup, le mouvement, il a des adjectifs qui sont déterminés, qui sont précis et qui n'ont rien à voir avec une variation d'un nombre. En fait. Donc du coup, on peut faire des combinaisons puisque le mouvement, en fait, ça correspond à deux choses différentes. Donc mouvement, il y a deux parties. Il y a la partie trajectoire, quelle trace on a suivi et à quel instant on est passé, et comment a varié la vitesse. Et donc, comme la trajectoire, on pouvait en avoir 5 possibles. On a défini 5 possibles, rectiligne, circulaire, elliptique, parabolique, curviligne. Variation de vitesse, on a 3 possibles, ce qui fait qu'on peut avoir des combinaisons. On peut faire les 5 trajectoires multipliées par les 3 variations de vitesse. Ça nous fait 15 mouvements possibles. Rectiligne ralenti, circulaire ralenti, ou alors rectiligne ralenti, circulaire accéléré, et circulaire uniforme, ainsi de suite. Donc chaque terme est multiplié par 3 variations de vitesse. Ouais, vous avez vu que finalement ce chapitre-là n'est pas excessivement compliqué, il y a beaucoup de termes nouveaux. Donc voilà, c'est un langage précis, en fait c'est du français physique qui fait qu'on veut vous initier à des termes précis pour avoir un bon langage scientifique.